Comment investir son argent quand on n'est pas familier avec les placements. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une stratégie d'investissement simple à comprendre qui vous permettra d'améliorer vos rendements à long terme sans devoir prendre davantage de risques. Bonjour, ici Marc Gingras. Bienvenue dans le premier épisode d'une série qui s'intitule Comment investir en bourse. Le meilleur endroit pour apprendre comment investir son argent en toute simplicité, même si on ne connaît rien. Étant donné qu'il s'agit du premier épisode d'une série de plusieurs à venir, je vous suggère fortement de vous abonner à ma chaîne afin de ne rien manquer. Peut-être êtes-vous stressé parce que vous disposez d'une somme importante d'argent à investir et que vous avez peur de vous tromper et de perdre beaucoup d'argent. Ça peut être accablant pour une personne inexpérimentée de devoir choisir parmi les différentes options d'investissement, les produits financiers et les différentes stratégies offertes. Comment savoir si nous avons de bons rendements qui nous permettront de prospérer et d'être en bonne santé financière sans prendre de risques inutiles? Je vais vous dévoiler toute la puissance de cette stratégie que j'ai pu observer à titre de conseiller financier pendant plusieurs années. Imaginez pouvoir rattraper un retard d'épargne sans fournir d'efforts supplémentaires, pouvoir vous protéger des effets néfastes de l'inflation et améliorer vos chances d'avoir une retraite confortable en plus de laisser un legs financier. Voici pourquoi vous devriez écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Si on prend le rendement des 10 dernières années du S&P 500, en supposant un investissement initial unique de 100 000 qu'on aurait mis en gestion active, voici comment on aurait obtenu 10 ans plus tard. Et si on avait pris le même montant initial de 100 000 mais qu'on l'avait mis en gestion passive au lieu, voici comment on aurait obtenu 10 ans plus tard. Ça représente une différence de 44,5 Évidemment, les rendements historiques ne sont pas garants de l'avenir. Il faut en tenir compte. Donc, on va aborder trois concepts clés dans le reste de la vidéo pour nous aider à mieux comprendre. Le premier étant, on va définir qu'est-ce qu'un indice boursier. Après ça, on va définir qu'est-ce que la gestion active et finalement, qu'est-ce que la gestion passive. Alors, le premier concept dont on va parler, c'est le concept d'indice boursier. Au Canada, notre principal indice s'appelle le S&P TSX Composite. Et aux États-Unis, ils en ont plusieurs, mais entre autres, le Dow Jones et le S&P 500 sont deux des plus connus. Alors, un indice boursier, c'est un panier de compagnies sélectionnées en fonction de certains critères. Donc, ça peut être en fonction de la valeur marchande de toutes les actions en circulation, c'est-à-dire qu'une compagnie qui aurait un certain nombre d'actions fois multiplié par le prix. Alors, on fait une liste des plus grosses, puis on en compose un indice. Puis ça pourrait être en fonction d'un secteur d'activité, par exemple, toutes les compagnies qui sont dans le secteur des technologies de l'information ou des soins de santé ou de l'énergie. Alors, l'utilité d'un indice boursier, c'est d'évaluer la performance d'un marché ou d'un secteur en particulier sur une période donnée. C'est à ça que ça sert un indice. Par exemple, c'est de cette façon-là qu'il est possible de dire que la bourse canadienne a eu un rendement total de moins 5,84 en 2022. C'est avec le rendement de l'indice boursier que l'on peut comparer le rendement de notre propre portefeuille. Ça, c'est très utile. Alors, j'ai mis la liste que je vais afficher dans quelques secondes des 10 plus importantes compagnies qui constituent l'indice S&P TSX au Canada. Alors, le poids de ces 10 compagnies-là représente 36 de l'indice, donc c'est quand même très élevé, assez concentré. Et l'indice se compose de 236 compagnies. Donc, on peut voir que la position numéro un, la compagnie qui a le plus de valeur au Canada, c'est la Banque royale du Canada, qui représentait à elle seule 6,3 de l'indice, suivi de près par la Banque TD, 5,51, et ainsi de suite. Là, on peut voir que le secteur financier est quand même très fort. Du côté des États-Unis, si on regarde, je vais afficher la même liste pour le S&P 500.
On peut voir que les 10 plus importants titres de cet indice-là représentent 25% du poids total de l'indice. Donc, c'est un peu moins concentré. Et fait cocasse, c'est que le S&P 500 se compose de 503 titres. On va voir pourquoi. Alors, les principaux titres du côté des États-Unis, du S&P 500, c'est, bon, il y a la compagnie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet. Alors, Alphabet, on peut voir, là, il y a deux catégories. Il y a les catégories d'actions classe A et ainsi que les catégories d'actions classe C. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'émetteurs qui ont plus qu'une catégorie d'actions. C'est ce qui explique pourquoi il y a 500, c'est l'indice des 500 compagnies, mais qu'il y a 503 titres qui le composent. Donc, passons au deuxième concept clé, soit la gestion active. Souvent, c'est associé au fonds mutuel. Donc, un fonds mutuel, c'est quoi? Dans le fond, c'est un regroupement de gens. Donc, ça peut être Pierre, Jean et Jacques, là, des gens c'est n'importe qui, personne et tout le monde en même temps. Donc, ces gens-là, bon, ils ont de l'argent à investir. Ils connaissent pas beaucoup les marchés financiers. Ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Ou bien ça les intéresse pas. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent leur argent en commun dans un fonds qu'on appelle un fonds mutuel. Et par la suite, ce qu'ils font, c'est qu'ils engagent un gestionnaire professionnel. On peut voir ici. Le gestionnaire, lui, il gère le fonds mutuel et le gestionnaire, lui, il est épaulé d'une équipe d'analystes financiers et il y a également un représentant en épargne collective qui sert de réseau de distribution entre les épargnants et le gestionnaire professionnel. Donc, le gestionnaire d'Action canadienne, lui, il se voit euh, dédier un mandat qu'il doit respecter. Donc, par exemple, ça pourrait être un mandat d'Action canadienne ou ça pourrait être un mandat de titre à revenu fixe ou ça pourrait être un mandat équilibré, par exemple, 60% actions, 40% revenu fixe. Donc, l'objectif du gestionnaire professionnel, c'est de battre l'indice de référence. Alors, si on prend l'exemple d'un gestionnaire qui euh, aurait un mandat de gestion d'actions canadiennes, bien, lui, il se fait évaluer contre le S&P TSX au Canada. Et en faisant une sélection active de quelle compagnie il veut détenir dans son portefeuille et quelle compagnie qu'il ne veut pas détenir dans son portefeuille. Lui, son mandat, son objectif dans la vie, c'est d'essayer de faire mieux que l'indice. Donc, via sa sélection. C'est pour ça qu'on appelle ça la gestion active. Il y a quelqu'un qui décide qu'est-ce qu'on met ou qu'on ne met pas dans le portefeuille. Malheureusement, un des gros inconvénients de la gestion active, ce sont les frais de gestion. Au Canada, la moyenne est environ de 2,2 pour les fonds mutuels par année. Ça, c'est très élevé. Une autre option d'investissement qui est très performante et malheureusement beaucoup moins connue, c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Souvent, on va voir ça sous forme de fonds négociés en bourse indicielle, donc les fameux FNB qu'on entend parler, ou les Exchange Traded Funds, ETF en anglais. Alors, si on prend la structure, ça fonctionne un petit peu de la même façon. On a encore nos trois épargnants qui mettent leur argent dans un pot en commun. Seulement, là, on va voir que avec la gestion indicielle, on n'a plus besoin d'avoir un gestionnaire d'actions, un gestionnaire professionnel, ni d'analyste financier, ni de représentant en épargne collective. Pourquoi que c'est comme ça? Tout simplement parce que le FNB indiciel se contente de copier un indice de référence. Il n'essaye pas de le battre. Donc, supposons que, pour reprendre l'exemple des actions canadiennes, euh, donc une gestion passive ne fait que simplement reproduire l'indice. Donc, si la Banque Royale fait partie de l'indice, qui représente 6,3 de la valeur totale de l'indice, la gestion passive va mettre 6,3 du portefeuille investi dans la Banque Royale
Et si une nouvelle compagnie est inclue dans l'indice, il va l'inclure. Si une compagnie est exclue de l'indice, il va l'exclure du portefeuille sans se poser de questions, sans faire de, sans savoir si c'est un bon move ou pas. Il va juste copier. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la gestion passive. Le grand avantage de la gestion passive, un des avantages en tout cas, c'est le fait que les frais de gestion sont très bas. Et ça s'explique parce qu'on élimine une grosse partie de la structure de coûts. On n'a plus besoin de payer un gestionnaire d'actions, ben, un gestionnaire professionnel, plus besoin de payer d'équipe d'analyse financiers, plus besoin d'avoir un représentant en épargne collective. Puis là-dessus, en plus, je ne l'ai pas mentionné, mais les institutions financières prennent une cote en plus. Donc, tout ça est éliminé. C'est ce qui permet de réduire drastiquement les coûts. Alors, si on fait la comparaison entre la gestion active versus la gestion passive, quelle est la meilleure option? Alors, pour répondre à cette question, vous allez voir, c'est très facile quand on a accès à la bonne information. Il existe une compagnie aux États-Unis qui s'appelle S&P Global et qui a un département de recherche qui s'appelle Spiva. Et eux, leur mandat, c'est de départager les rendements obtenus par les gestionnaires actifs et de comparer ça avec leur indice de référence, donc la gestion passive. Et vous allez voir, là, le débat à savoir lequel des deux est préférable ne durera pas très longtemps. Alors, on peut choisir il y a différentes régions géographiques à travers le monde. J'ai sélectionné le Canada. Et on peut voir qu'au cours des 3 dernières années, 83,3% des gestionnaires, donc la grande majorité, n'ont pas réussi à faire mieux que l'indice de référence au Canada. Et seulement 16,67% ont réussi à le battre. Si on regarde sur un horizon de 5 ans, mais là, c'est 96,4% qui ont qui n'ont pas réussi à atteindre leur objectif et seulement 3,6%. Donc, il faut être assez chanceux pour réussir à faire partie de, choisir un gestionnaire qui fait partie du 3,6%. Et si on regarde sur 10 ans, eh bien, c'est 82,3% qui n'ont pas réussi à battre leur indice de référence comparativement à 17,7% qui ont réussi à faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? C'est que l'écrasante majorité, plus que 4 sur 5 gestionnaires actifs ne réussissent pas à faire mieux que leur indice de référence. Et ainsi, si on veut maximiser nos chances d'avoir le meilleur rendement possible, ça devient évident que la gestion indicielle devient le choix à privilégier là, dans la grande majorité des cas. Alors, le département de recherche Spiva de la compagnie S&P Global ne se contente pas uniquement de dire que la gestion passive fait beaucoup mieux que la gestion active. Ils vont plus loin que ça, dans le sens qu'ils vont quantifier la sous-performance en chiffres, qu'est-ce que ça donne. Alors ici, j'ai un extrait de leur rapport. On peut voir là, bon, on peut voir d'abord que les différentes catégories d'actions, là, les actions canadiennes, les deux premières lignes, là, l'indice et les gestionnaires actifs. Même chose pour le S&P 500 qui est exprimé en dollars canadiens. Euh, donc, le S&P 500 et les gestionnaires les gestionnaires actifs qui ont ce benchmark-là, cet indice de référence-là. Et bon, on a aussi d'autres mesures au niveau international. Si une des choses que je trouve frappante avec ce graphique-là, c'est que peu importe à quel endroit vous choisissez, que ce soit 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou le type d'action, la, perf- la- ça arrive jamais, en aucun cas, la moyenne des gestionnaires actifs réussit à faire mieux que l'indice. Autrement dit, l'indice est toujours gagnant. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun gestionnaire d'actifs qui est capable de battre l'indice, c'est pas ce que je dis. Mais si on prend la moyenne, euh, ben, la moyenne est clairement en bas de l'indice. Donc, si on se rappelle aussi, au début, j'ai mis un petit graphique, là. On parlait des rendements du S&P 500 sur les 10 dernières années. Bien, je me suis basé sur les chiffres ici pour arriver à ce calcul-là. Donc, la moyenne de rendement annuel pour les gestionnaires d'actions actifs aux États-Unis, ça a été de 11,9% sur cette période-là, comparativement à un rendement pour l'indice, là, donc le marché dans son ensemble, qui a fait 16,1. Donc, on voit là, que la différence, elle est énorme.
On parle de 4,2 en moyenne par année qu'on se trouve à laisser sur la table si on va avec la gestion active. C'est vraiment beaucoup d'argent. C'est de là que vient notre, euh, notre 44,5 là, ça sort pas de nulle part, ça vient de là. Si on regarde du côté canadien, la différence sur 10 ans est beaucoup moins importante, mais il y en a quand même une. Là, j'ai mis le graphique là, pour. Donc, si on regarde là, au niveau des 10 dernières années pour le S&P TSX au Canada, les gestionnaires actifs ont rapporté 185 600 sur 10 ans, alors que la gestion passive, elle, a été de 210 000 sur 10 ans. Donc, ça fait une différence de 13 là, en faveur de l'indice boursier. J'espère que le contenu de la vidéo vous a intéressé. N'oubliez jamais qu'en matière de placement, vous avez le contrôle sur votre destinée, particulièrement si vous avez la volonté de vous former. En résumé, la gestion passive est une option très intéressante qui s'offre à vous et dont nous aurons l'occasion de reparler dans des vidéos à venir. En attendant, je vous invite à me laisser un commentaire. J'aimerais vraiment savoir si cette approche a piqué votre curiosité et de quelle façon ça pourrait vous aider. C'est Marc qui vous dit merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine pour un nouvel épisode.